Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au Forum du patrimoine. J'ai le plaisir d'animer cette 4e édition d'échange qui se tient ici au Salon international du patrimoine culturel à Paris. Cette série d'émissions est organisée par Atelier d'Art de France et le magazine Atrium, sans oublier le soutien de la Fondation France Bois Forêt pour notre patrimoine. Je reçois ce matin 3 invités qui viennent échanger autour de l'art de bâtir. Est-ce qu'il y aurait des savoir-faire en péril? C'est une question, voilà, quelque peu provocatrice. Alors je me tourne vers mes invités. Bonjour à tous les 3. Tout d'abord, Loïc Desmond, bonjour. Bonjour. Vous êtes charpentier et gérant de l'entreprise familiale Les Ateliers Desmond. Tout à fait. À vos côtés, Frédéric Létoffé, bonjour. Bonjour. Vous êtes entrepreneur et tailleur de pierre, mais aussi vice-président du GMH, le groupement d'entreprises de restauration des monuments historiques. C'est ça. Et enfin, François Auger, bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte du patrimoine, mais aussi compagnon charpentier et meilleur ouvrier de France, MOF. Oui, c'est ça. Alors bonjour à tous les 3. Pour commencer la discussion, peut-être qu'il est important de rappeler ce qu'on entend par art de bâtir. Bon, de toute façon, c'est vrai qu'est-ce qu'on entend derrière l'art de bâtir. L'art de bâtir, il concerne toutes les chaînes de ceux qui construisent, depuis l'architecte et toute cette chaîne de métiers d'artisans, et qui évolue au fur et à mesure des siècles et qui s'adapte en fonction de son environnement climatique. Pour exemple, l'art de bâtir en Guyane, où il y a des saisons qui ne sont pas les mêmes que celles dans le Jura ou en Provence, avec la ressource des types de bois, de terre crue ou autres. Voilà, donc l'art de bâtir, il s'adapte à un environnement et donc l'architecte, il doit évidemment prendre en compte ça. Et ce que les générations antécédentes ont réfléchi, ont inventé pour arriver à pouvoir porter le titre de l'art de bâtir, contrairement à ce qui n'a pas perduré parce que c'était pas bien construit. Et donc, forcément, après, il y a toute la chaîne des artisans qui, depuis des siècles et des siècles, par leur culture du métier, ont tout un tas de combines et d'astuces pour bien bâtir, l'art de bâtir. Voilà. Donc, et puis pour prolonger ce que dit François, au niveau des entreprises, c'est aussi utiliser le matériau local et s'approprier de ces matériaux pour effectivement construire durablement. Et permettre d'avoir une architecture aussi harmonieuse. Et c'est ce qui donne aussi la richesse au niveau de notre patrimoine français. C'est quand on va dans une région, on découvre un patrimoine différent à chaque fois. Et ce patrimoine est toujours sur place. Donc, comme le disait François, il est adapté aux événements climatiques qu'on a connus jusqu'à présent. Bon, maintenant, on a un changement un peu plus violent et on le découvre chaque jour, mais néanmoins ces bâtis résistent pour la plupart à ces changements climatiques. Comme l'expliquait également François en Guyane ou dans les territoires d'outre-mer, les bâtis existants se sont aussi adaptés à ces événements climatiques très forts. Donc voilà, donc l'art de bâtir derrière ça, c'est la richesse, c'est entre l'architecte et les bâtisseurs qui se sont appropriés effectivement des matériaux et ont pu bâtir les ouvrages qu'on découvre encore aujourd'hui. Effectivement, ça plante bien le décor, on comprend bien la diversité des métiers, l'intelligence en fait aussi humaine qu'il y a derrière tout ça pour s'adapter aux différents matériaux. Maintenant, est-ce qu'on peut avoir des inquiétudes? Est-ce qu'il y a des savoir-faire qui sont menacés? Est-ce que des savoir-faire qui seraient en péril? Alors c'est comme tu le disais, Oriane, c'est très provocateur. Les métiers en péril, non, on ne peut pas dire qu'il y a des métiers en péril, mais il faut qu'on soit vigilant, effectivement, pour continuer à transmettre les connaissances que nous avons acquis aussi par les anciens. Nous avons, une formation de terrain aussi, avec, pour ce qui me concerne, des personnes qui m'ont appris le métier, que ce soit dans une école, mais aussi dans des entreprises qui m'ont appris des connaissances, des savoir-faire. Et on se doit, nous, de transmettre aussi à des générations futures ce qu'on nous a appris. C'est notre devoir aussi. C'est primordial d'assurer aussi cette formation à d'autres qui viennent dans nos métiers. Mais on doit faire attention, effectivement, on doit être vigilant à ce que ces métiers ne disparaissent pas, parce que ces techniques qui définissent l'art aussi de bâtir doivent pas disparaître. Donc on doit être très vigilant à ça.
peut-être je vais passer la parole à Loïc. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre savoir-faire, hein, justement, de sa spécificité ? Alors nous on est charpentier. Enfin moi je suis charpentier personnellement. J'ai eu la chance de rencontrer l'association Charpentiers sans frontières quand j'avais 13 ans avec mon père. Et depuis ce jour-là, je me suis dit que j'allais faire ce métier de charpentier et qui plus est de travailler avec mes mains et avec ma tête. Aujourd'hui, quand on voit notre société actuelle, au-delà de l'architecture et de ce qu'on peut faire de notre bâti, on a énormément de personnes qui sont un peu perdues et qui ne savent pas quoi faire de leurs mains, de leur tête, de cette énergie qu'ils ont. Et aujourd'hui, on redonne du sens à notre métier en ne devenant pas juste opérateur d'une machine, mais aussi acteur de la réussite d'un projet. Et ça, c'est grâce à un savoir-faire que nous, on a retrouvé depuis une dizaine d'années, qui est l'écarissage manuel. Donc c'est le travail à la main. On part en forêt, on va choisir les arbres en fonction de la charpente qu'a dessiné le maître d'œuvre ou que désire notre client. Et ensuite, cet arbre va dicter la forme finale de la charpente, parce qu'on va aller travailler à la main, suivre le fil du bois. Alors bien sûr, on n'est pas des ayatollahs du travail manuel, on utilise aussi des machines, mais grâce à ce process, on a un résultat qui est différent. Et aussi, on arrive, nous, à retrouver du sens dans notre travail. Et ça, aujourd'hui, on peut dire qu'il y a énormément de monde qui sont attirés par ces techniques, que ce soit autant des architectes comme des clients, des personnes qui souhaitent nous faire travailler, mais aussi des charpentiers. Et je dirais que la demande, elle est très forte de la part de notre métier, d'aller vers ces techniques qui sont manuelles, voire hybrides, pour s'économiser et pas dépenser trop d'énergie à travailler à la main. Voilà. Et bon, moi ayant été ancien charpentier, en fait, ce sujet est super intéressant. Et en tout cas, faut bien comprendre que c'est un sujet. L'art de bâtir est fragile aussi, hein. Donc il y a plusieurs composants dans la construction. Il y a un maître d'œuvre, il faut qu'il puisse comprendre quand il vient d'acheter un château ou une belle demeure, un peu l'histoire de sa demeure. Après, il faut effectivement un architecte qui soit en capacité de répondre. Et puis après, il faut effectivement les moyens, encore que. Et puis les entreprises derrière. Donc s'il manque une personne dans ça ne fonctionne pas. Donc voilà, c'est toute une pédagogie, et il y a des artisans qui se retrouvent dans des campagnes reculées, qui sont obligés de pouvoir répondre à tout type de clientèle et donc de savoir-faire aussi. Et heureusement, effectivement, avec les Charpentiers sans frontières, ils ont pu remettre au goût du jour, et l'intelligence, parce qu'à un moment donné, effectivement, on pense que ces personnes-là sont du siècle dernier, mais quand on regarde même dans la chaîne de valeur liée au développement durable, ben moi, ça m'intéresserait qu'il y ait une étude qui soit faite, parce que dans l'intelligence de ces métiers au travers de la culture, si on regarde bien, quand on prélève un morceau de bois pour faire une poutre, etc., c'est pas notre modèle économique d'aujourd'hui, mais ça, faut le protéger. Parce qu'en fait, ça a énormément de bon sens qu'on oublie par rapport aux réglementations d'ingénieurs aussi. Et ce qu'il faut faire attention avec tout ce système, c'est qu'il ne faut pas que ce soit un ingénieur sorti. On a besoin des ingénieurs, il y en a toujours eu besoin. C'est pas ça que je veux dire, attention. Mais à un moment donné, il faut que chacun se comprenne dans la place qu'il occupe dans la chaîne de ce qui se construit, et qui ne viennent pas empiéter sur la culture du métier d'un tailleur de pierre ou d'un charpentier. Voilà, parce que sinon, on a un résultat qui est très mathématique. Et voilà. Voilà, si je peux rebondir et compléter, cette technique, elle révolutionne aussi un peu notre vision de la charpente. En fait, on a eu la chance d'accueillir un jeune apprenti, Joseph, qui ensuite a fait un master sur leur relation entre les charpentiers et la forêt. Et ce qu'il ressort de ça, c'est que, à la différence des entreprises et du monde actuel de la charpente, qui a sa place et qui doit être présent, nous, dans notre atelier, on reçoit des bois, on sait d'où ils viennent de 30 km à la ronde. Quand on parle de développement durable et de chaînes vertueuses, ces arbres, ils ont été choisis en fonction de la poutre qu'ils vont faire. Donc le diamètre va être optimisé, on va pas faire plus de déchets qu'il ne faut.
et le lien est très direct entre la forêt et le chantier fini. Et ça a énormément de sens aujourd'hui, je trouve. Et il y a des réflexions à avoir, en effet, pour la charpente, mais aussi pour d'autres métiers. Et quand on dit que les matériaux locaux s'intègrent mieux dans notre patrimoine, je peux facilement faire le parallèle avec la pierre, j'imagine, et bien d'autres matériaux. Voilà. La nature est bien faite. Oui, effectivement, c'est très intéressant de pouvoir comprendre tous ces liens. Est-ce que vous pouvez nous parler aussi un petit peu on a parlé d'être vigilant sur la sauvegarde de ces savoir-faire. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Qu'est-ce qui est mis en place justement pour transmettre ces savoir-faire? On a déjà des formations qui existent, heureusement encore, sur toute la France. Donc des formations qui sont adaptées aux métiers que nous mettons en œuvre. Avec des spécificités dans certains domaines, en charpente, bien évidemment, en couverture, en taille de pierre, en menuiserie. Et on a aussi des formations qui ont perdu un peu de leur vie à cause de l'industrialisation. Par exemple, j'ai un exemple sur le plâtre, où on avait des métiers de plâtrier il y a encore quelques années et qui ont totalement disparu au profit de la cloison en placo-plâtre. Enfin, je dis une marque, mais bon, la plaque de plâtre, donc le carton avec du plâtre qui a facilité grandement la mise en œuvre. Mais derrière, toutes ces compétences ont disparu du plâtrier traditionnel comme on le connaissait auparavant. Et on a des difficultés aussi sur un patrimoine au plâtre, et en l'occurrence en Île-de-France, où on a une richesse de cette architecture au plâtre, et on manque de compétences, de savoir-faire, puisque elles ont disparu au fil des années. Et on a mis en place effectivement avec le GMH une formation spécifique sur les métiers du plâtre traditionnel. Donc de niveau 3, donc c'est une année supplémentaire qui est réalisée sur Paris, avec des métiers spécifiques de restauration ou même de neuf, mais bon, voilà, pour retirer au calibre une moulure, dresser manuellement une corniche en plâtre, ou restaurer des enduits, réaliser des enduits, parce que le matériau plâtre, c'est du gypse, et le gypse, il y en a plein en Île-de-France, il suffit d'aller chercher, il y en a partout, on va dire, c'est très simple, et c'est aussi un circuit court. Il faut peu d'énergie pour le transformer, et qui est recyclable aussi, le gypse se recycle facilement. Et donc on a recréé ces formations qui avaient effectivement disparu pour les entreprises, parce qu'il y a un besoin, une demande de revenir effectivement sur ce type de maçonnerie. Alors oui, il peut y avoir aussi un danger par rapport aux ouvrages en plomb, que ce soit le plomb dans la peinture, où le plomb, le plomb il est utilisé depuis l'époque romaine. Et moi, ce qui me fait un peu mal au cœur, alors il faut effectivement pas occulter les dangers du plomb, il faut prendre des précautions pour le travailler, mais il ne faut pas l'interdire, c'est un matériau exceptionnel. Et donc, si on n'est pas sensible à ça, il faut arriver à combiner la méthode pour travailler le plomb pour pas que ça vienne porter un danger à celui qui le travaille, mais c'est un matériau qui est souple, qui dure plusieurs centaines d'années. Quand on voit tout ce qui a été construit en plomb, tant sur de la couverture assez simple, mais sur l'ornementation, et ça, si on ne fait pas attention à ça, puis qu'on interdit le plomb pur et dur, là, on aura une grosse perte de savoir-faire dans le plomb, c'est clair. Et pour rebondir, les entreprises se sont adaptées à prendre des précautions depuis très longtemps. Je veux dire, le plomb est bien connu en termes de sécurité, de prévention au travail par les entreprises, que ce soit les couvreurs et également les maîtres verriers. Les maîtres verriers utilisent le plomb. Si on n'a pas de plomb dans une armature, c'est l'armature, c'est ce qui tient le lien dans un assemblage. Il n'y a pas d'autre solution que de mettre du plomb. Donc, Derrière, il y a des vrais savoir-faire aussi qu'on maintient auprès des centres de formation, des entreprises, des architectes qui continuent aussi à faire vivre aussi ces matériaux-là. Il faut qu'on se batte au quotidien. Effectivement, on peut revenir sur ces métiers en péril, mais derrière, s'il y a des dispositions européennes qui nous imposent pour des raisons de sécurité qu'on peut entendre, mais elles sont maîtrisées encore une fois par les entreprises, on va faire disparaître tout un patrimoine vivant sur les travails, sur les métiers du plomb.
Et ce que je voulais dire aussi par expérience, il ne faut pas croire que quand un client il va prendre un devis d'un artisan qui est réputé pour un savoir-faire, c'est forcément plus cher. Parce qu'il faut le regarder sur le long terme. À un moment donné, je suis intervenu sur un bâtiment du 19e. Ils ont refait faire tous les chaîneaux en plomb par sûrement un devis qui était quelques milliers d'euros moins cher. Du plomb qui dure plus de 200 ans. Et en fait, par manque de savoir-faire, la personne n'a pas su poser le plomb et c'était à refaire au bout de 5 ans. Et donc le matériau était gaspillé à cause d'un manque de savoir-faire. Donc au final, il vaut mieux faire confiance au savoir-faire pour s'y retrouver sur le long terme financièrement aussi quand même. Hein. Est-ce que ces métiers, beaucoup de la restauration, effectivement, on peut avoir une image un peu passéiste? Est-ce qu'on on entretient des traditions passées, mais est-ce que ce ne sont pas aussi des métiers qui sont tournés vers l'avenir? Et de quelle manière est-ce qu'ils se tournent vers l'avenir? Aujourd'hui, ce qu'on regarde, moi, à mon échelle, ce que je constate, c'est qu'on a vécu une période dans le monde de la construction où il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites par oubli de ces savoir-faire. Où en fait, il y a des nouveaux matériaux qui sont arrivés, qui n'étaient pas forcément compatibles avec des matériaux anciens ou avec simplement dans des constructions neuves des matériaux qui n'étaient pas compatibles entre eux. Et aujourd'hui, on est en train de reprendre tous ces ouvrages à tort, puisque on aurait conservé nos savoir-faire et on aurait aussi cherché à comprendre un peu plus en profondeur pourquoi est-ce que avant on utilisait tel ou tel matériau. On parlait du plomb il y a quelques minutes. Quand on voit certains édifices maçonnés au plomb, le mouvement qu'ils peuvent accepter les pierres sans même fissurer, c'est assez incroyable. Et ça, c'est lié à une malléabilité, une plasticité des matériaux qui est compatible. Et donc le savoir-faire derrière de l'usage de ces matériaux, qui peut parfois être remplacé par des matériaux dont la plasticité est moins importante, mais qui est plus facile à employer et qui, à tort, du coup, crée des désordres dans la charpente, enfin dans l'édifice en général, pardon. Donc oui, il y a une réelle, pour l'avenir, il y a un réel intérêt à conserver ces savoir-faire et voir comment utiliser ces savoir-faire pour les enjeux de demain. On en parlait précédemment, mais dans tous les corps d'État confondus. Alors, heureusement qu'on évolue. Hein. L'homme a toujours évolué de tout temps et c'est ce qui a fait la richesse de notre patrimoine. Alors, heureusement que l'homme a su tirer profit de certaines mécanisations, industrialisations. On a connu des grandes périodes comme ça qui ont permis d'élever, de grandir un peu aussi l'architecture. Bon, c'est aussi heureusement qu'on a ça. Et donc nous, on travaille effectivement, les entreprises travaillent avec des moyens mécaniques et ça facilite grandement le travail manuel, l'approche, ça permet aussi de déplacer, de manutentionner. Donc heureusement qu'on a des machines, voilà. Mais il faut qu'on garde cette limite entre la machine et le travail manuel. C'est ça qui est difficile aussi à déterminer parce qu'une machine n'arrivera pas à créer une vibration qu'on attend du travail de la main. Parce que la main a une certaine imperfection, même si on cherche toujours à être parfait dans un travail, elle sort une imperfectibilité, quelque chose qui donne une vie, une âme à un ouvrage. Quand vous faites un ouvrage totalement mécanisé, on le voit tout de suite, c'est raide, c'est brut, ça manque de vie. Et heureusement que la main de l'homme est là pour apporter cette irrégularité, cette imperfection. Donc on n'a pas encore une intelligence artificielle qui va pouvoir justement créer cette imperfection. Et il est nécessaire, encore une fois, dans nos métiers, de garder ce travail manuel, cette finition ou cette approche manuelle qui est nécessaire dans un ouvrage. Voilà, ça c'est très important. Et on le défend au niveau des entreprises du patrimoine. Et par contre, en fait, dans une caisse à outils, il ne faut pas oublier les premiers outils et les outils voilà. Donc les outils numériques, etc., pour ce qui est de la taille de la pierre, du bois et tout ça, faut bien savoir quelles limites on va donner pour utiliser tel ou tel outil. Parce qu'à un moment donné, si on occulte toute la chaîne d'intelligence qu'il y a eu chez les artisans, tant sur les tracés de la pierre, de la charpente, etc., eh ben, on est aliéné après
à côté d'une machine. Après, le bien-être que j'ai pu, en discutant avec tous les ouvriers qui sont venus travailler chez Démon, c'est très important. En face, on avait des gens qui donnaient des frissons quand ils parlaient de leur métier. Et pas un simple ouvrier qui va appuyer sur une machine avec du bois, il ne sait pas d'où ça vient. Et en fait, dans le bien-être, en fait, qui se couche le soir, et ce que je veux dire, quand on travaille aussi manuellement, il y a un effort physique qui a du sens aussi, et qui aussi obligé à une économie, à une réflexion pour ne pas gaspiller la matière, etc. Parce qu'il y a des processus de fabrication de matériaux pour le bâtiment, qui en fait, parce que la machine n'a pas le regard de l'homme, et il y a beaucoup de choses qui se gaspillent. Voilà, donc... Merci pour ces échanges. On comprend effectivement mieux comment peuvent évoluer ces métiers. En fait, ils ne sont pas voués à disparaître. On sent qu'il y a une énergie, une passion beaucoup derrière tous ces métiers. J'imagine que le travail de la matière, c'est aussi quelque chose qui plaît et qui peut être un moyen de revenir vers ces métiers. Ouais, tout à fait. Nous, aujourd'hui, on a beaucoup de chance. C'est que notre métier, l'approche qu'on a de notre métier attire beaucoup, comme je disais précédemment. Je suis obligé de refuser presque au quotidien des demandes de stage, d'apprentissage et aussi d'embauche. On est vraiment très chanceux et je rebondis sur ce que disait François précédemment. On se couche le soir avec énormément de satisfaction. Avec notre corps, on a réussi à créer quelque chose. Avec notre tête, on a réussi à assembler cette chose. Et l'ouvrage accompli montre la personnalité des personnes, montre aussi, en fait, quand on se balade dans l'atelier, quand on va très loin, on parle d'histoire, l'histoire que ne laisse pas la machine. On peut savoir qui a taillé telle pièce de bois, puisque la finition est propre à chacun. Et cette histoire, on va peut-être assez loin, mais c'est assez exceptionnel aujourd'hui quand on voit nos métiers qui sont, voilà, où tout est normalisé, quand on prend une pièce de bois en bois lamellé-collé, j'ai rien contre le lamellé-collé, mais c'est impossible de discerner qui a créé l'ouvrage, le lamellé-collé d'une manière et d'une autre, alors que la conception, quand on travaille avec nos mains, avec notre tête, même la conception va jamais être la même d'une personne à une autre. Il va y avoir toujours des détails qui vont changer. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est exceptionnel et qui est très satisfaisant pour nous, charpentiers, puisque ça donne une valeur supplémentaire à l'ouvrage qu'on a réalisé. C'est une dimension créative extraordinaire dans ces métiers, qu'on oublie souvent, en fait. Et en fait, ce qui est passionnant quand on préserve ses savoir-faire, quel qu'en soit le métier, c'est que quand on se promène dans une charpente ou sur une façade, à un moment donné, tous nos prédécesseurs qui ont contribué à la pérennité de l'ouvrage, en fait, on est les clés de lecture. Et c'est très émouvant parce que, comme disait Frédéric, et puis Loïc, chacun y a laissé sa trace. Et quand on a les bribes pour décrypter un petit peu les périodes de construction, de restauration, tout ça, en fait, le bâtiment qu'on visite, une charpente ou une façade, nous raconte tout ça. Voilà, il y a une espèce de retransmission, alors qu'ils ne sont plus là, hein, mais ils nous laissent ça, une espèce de bouteille à la mer, hein, c'est très riche. On est très sensible à ça. Ouais. Franchement, on a déjà des métiers de passion. Hein, on est arrivé, on est passionné, on se lève tous les jours heureux d'aller dans ces métiers. Et effectivement, découvrir un monument où d'autres sont intervenus au fil des siècles, hein, parfois plusieurs centaines de siècles, on a une certaine émotion quand on approche cet ouvrage et qu'on découvre effectivement le métier qui est là en face de nous, qui se découvre. Voilà. Parce qu'on a cette sensibilité-là, on a l'approche et on connaît ces métiers manuels, on sait la difficulté parfois qu'ils ont eu pour mettre en œuvre et on a une certaine humilité, on prend beaucoup de recul quand on voit quand on voit un ouvrage et quand on attaque une restauration sur ces ouvrages-là. Ouais, puis ça nous questionne, à un moment donné, on voit des choses assez complexes quand même, parce que justement, on se dit, mais comment ils ont fait à l'époque avec si peu de moyens? Donc ils nous font travailler, il nous faut cogiter, donc on essaye de comprendre. C'est comme s'ils nous avaient laissé aussi un petit quiz, hein, un petit message, allez-y les jeunes de la nouvelle génération, cherchez comment on s'est débrouillé à l'époque pour faire ce chose. Donc c'est très émouvant, parce qu'on est en contact avec ces gens qui ne sont plus là, mais il y a un contact quand même.
Mais écoutez, merci beaucoup. Je propose de s'arrêter sur ces belles paroles, parce que effectivement, ça nous projette dans un temps long. Ça nous remet aussi un peu à notre place. Donc, merci beaucoup à tous les trois. Merci. Merci. Je vous invite à retrouver cette émission et toutes les autres du Forum du patrimoine en ligne depuis notre chaîne YouTube Atrium, ou directement, vous pouvez venir assister à l'émission sur le Salon international du patrimoine culturel. Merci et à bientôt.